Pour faire un petit point d'étape, je le disais en vous présentant, vous êtes le directeur technique et de la recherche à la FNTP, donc particulièrement attentif à toutes ces nouvelles tendances, ces innovations. État de l'art aujourd'hui, on en est où de ces matériels? Ils évoluent vite et dans quelle direction? Il y a quelques équipements électriques, ils sont encore assez peu nombreux. Je voudrais commencer par 3 lieux communs que vous connaissez tous. Le premier, c'est que les chantiers ont lieu n'importe où en France. Nous sommes une des rares professions qui travaille sur toutes les communes de France. Le deuxième point, c'est que les chantiers durent quelques semaines en moyenne. Et puis le troisième point, c'est que la majorité des chantiers ne fonctionnent que pendant la journée. Donc les engins, en fait, vieillissent peu, donc sont remplacés tous les 10-15 ans. Donc si on veut, en 2030, ce dont parlait le président Cavagné, atteindre 40% de réduction des gaz à effet de serre sur les engins, c'est dès maintenant qu'il faut. On est déjà en retard. On est en retard. On est déjà en retard sur des équipements qui n'existent pas. Donc comment fait-on? Et il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, qui est très important, c'est que, OK, avoir des équipements hydrogène, des équipements électriques ou des équipements biogaz, je veux bien, mais il faut avoir l'énergie qui arrive sur le chantier. Vous parliez des prises électriques. L'hydrogène, OK, 99% de l'hydrogène actuellement est consommé sur le lieu de production. Parce que l'hydrogène ne se transporte pas encore beaucoup. Ou dans des conditions compliquées. En fait, ça prend beaucoup plus de place que le gazole. Voilà. C'est effectivement la densité énergétique en litres par kilowattheure est très faible. Donc ça ne se transporte pas comme ça. Le biogaz, au total, il y a 200-250 stations de distribution de gaz naturel ou biogaz sur la France entière. Donc c'est un peu insuffisant par rapport à vos métiers. Donc comment fait-on? Alors moi, j'y crois profondément à toutes ces énergies. Il y a des étapes quand même qu'on va peut-être pouvoir franchir. Vous y croyez beaucoup et il y a peut-être des solutions qui permettent d'aller dans le biais de la transition justement et de cette évolution des matériels. C'est quoi à court terme? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite aujourd'hui? Moi, les idées que j'ai à court terme, c'est effectivement des biocarburants de synthèse. Ouais. Là, on travaille beaucoup sur ces questions-là. On entend quelques marques qui commencent à... Il n'y a pas de transformation des engins, mais il faut qu'elles soient disponibles sur le territoire complet et en quantité suffisante. Et en termes de rendement, de puissance, on répond aux besoins? Les biocarburants de synthèse vont en lieu et place. Je ne parle pas des huiles de colza, des choses comme ça qui supposent des modifications du moteur. Et là, les constructeurs ne veulent pas trop en entendre parler. Je parle vraiment de biocarburants de synthèse. Et là, certains loueurs, notamment, commencent à l'intégrer sur les machines qu'ils livrent. Et ça fonctionne très bien. Ouais. Mais on est encore dans des proportions qui sont relativement limitées. On est aux prémices du commencement des soupçons d'idées. D'accord, il y a un peu de chemin à faire. Ok, et si on se projette dans 5 ans Alors dans 5 ans, nous commencerons à avoir effectivement une part appréciable de matériel hydrogène. L'électrique, je le rappelle, est surtout prévu pour les petites machines. Oui. Parce qu'après ça, s'il faut avoir un groupe électrogène au diesel pour alimenter la machine, on a tout perdu. Voilà. Comment j'apporte l'électricité sur le chantier lorsque vous avez du mal à faire brancher votre chantier? Comment Enedis répond à cette question? Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse là-dessus. Donc c'est pour cela que je crois beaucoup plus à des énergies de transition comme le biocarburant de synthèse ou à terme sur l'hydrogène. Mais si on commence à avoir des engins hydrogène dans 5-6 ans, dans 9 ans, on n'aura pas tout remplacé pour faire les 40% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On rappelle justement le parc existant concerné en France. On estime entre 125 et 150 000 quand on compte toutes les mini-pelles. Le marché, c'est 20-25 000 machines par an, c'est 12-13 000 mini-pelles et beaucoup d'engins plus importants, donc on compte 8 à 10 000. Et donc effectivement, pour développer tout cela, les constructeurs, ils viennent de sortir les stages 5 qui sont en cours de finition de commercialisation. OK ? Maintenant, passer à une nouvelle énergie tout de suite, juste après, il faut d'abord qu'ils amortissent leurs investissements et on ne peut pas leur en vouloir. Alors, autour de cette table, c'est ça l'intérêt aussi de cette matinale. Il y a des utilisateurs, des professionnels, des entreprises qui sont directement concernés. Stéphane Leprêtre, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur de la GADEC TP. Comment vous, très concrètement, sur les chantiers que vous adressez, eh bien, vous prenez en compte cette évolution des matériels ou pas? Parce qu'on a compris que c'était quand même pas si simple que ça. Alors, société La GADEC TP, basée dans le Finistère, donc spécialiste effectivement terrassement, réseau souple, réseau humide. On travaille essentiellement pour des bâtiments industriels et tertiaires agroalimentaires, logements, lotissements. Alors la question, elle était plus que d'actualité pour nous, puisque sur l'année 2021-2022, on vient d'investir 2 millions d'euros sur le renouvellement. Des gros investissements. Ouais, 50% de la valeur du parc matériel vient d'être renouvelé. On n'a pas opté pour l'électrique, ni l'hybride, ni l'hydrogène, effectivement, je confirme. 4 sources de motivation. 1, c'est que le banquier veut bien nous suivre, parce qu'il sait aussi qu'il y a des perspectives en termes de travail. 2, le rendement. Aujourd'hui, on arrive sur du matériel qui est de plus en plus performant. On parle de systèmes intelligents qui vient finalement améliorer notre capacité à travailler. 3, nos collaborateurs. On y reviendra tout à l'heure. Mais le confort, enfin l'utilisation aussi. Tout à fait. On est en pleine crise de l'emploi.
Si vous voulez garder vos salariés, vous avez tout intérêt à avoir du matériel qui répondent à leurs besoins. Et puis 4, parce que aujourd'hui, le poste carburant est l'un des principaux postes de dépenses chez nous. Donc il faut absolument réussir à le réduire. Pour autant, on ne va pas sur les nouvelles technologies hybrides, etc. hein. Non, parce que M. Chevillard l'a bien expliqué. Aujourd'hui, à la fois, on a des constructeurs qui ne sont pas en capacité de nous accompagner sur les rendements. Et là, on a le droit aussi de se tourner vers nos clients. hein. Je pense que personne n'est prêt à attendre sur ces chantiers ou à payer plus. Exactement. Donc voilà, effectivement, à un moment, on a fait le choix de rester entre guillemets sur du classique, mais qui va permettre du classique performant par rapport à la génération précédente, néanmoins. Tout à fait, qui va permettre aussi de réduire nos consommations. Donc le mouvement, on est dedans, mais on n'est pas prêt à être cobaye. On n'est pas prêt à être cobaye. Ça, c'est vrai que c'est important parce qu'il y a un moment où il va falloir quand même qu'il y en ait qui se lancent. Je pense par contre qu'il y a des solutions qui arrivent et qui sont extrêmement pertinentes. Lesquelles, par exemple? Le bruit. Aller sur les chantiers de terrassement, par exemple, aujourd'hui, avec ces nouveaux systèmes là qui sont en train d'arriver, c'est un vrai confort de travail. De deux, tout ce qui est électroportatif. À défaut d'avancer sur le gros matériel, nous, on a eu un accident très grave il y a 2 ans sur une tronçonneuse thermique. J'ai balayé tout le parc. On est passé à tout électrique pour des solutions de freinage de disque qui sont beaucoup plus performants et qui permettent de réduire... Sécurité, alors, exactement. Donc ce sont ces sujets-là aussi qui nous permettent, qui nous donnent envie d'avancer. L'évolution des matériels, si je vous entends bien, elle doit être prise en compte avec tous les compartiments du jeu, pas uniquement les émissions de CO2, mais aussi la performance, l'usage, le confort d'utilisation et la sécurité aussi qui en découle. François Baudouin, vous êtes le président de la Fédération nationale des transports routiers de Bretagne, et c'est vrai qu'il n'y a pas que les engins de TP dans un parc d'entreprises de travaux publics, il y a aussi des véhicules plus conventionnels, et c'est là que vous avez un regard intéressant à partager avec nous aujourd'hui. Alors, je ne suis pas ingénieur et ni motoriste ni constructeur de véhicules. En revanche, je dirais qu'aujourd'hui, ça a été peu évoqué finalement. Le vrai sujet pour nous, de notre point de vue, il n'est pas tellement technologique, même si la technologie met du temps à émerger et à se consolider. Il est quand même qu'on bouscule le modèle économique de nos entreprises très fortement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important, à mes yeux, qu'on comprenne aussi que la transition écologique, c'est une préoccupation vraiment majeure dans le transport routier de marchandises depuis très longtemps. Mais il faut bien aussi prendre en considération que ça ne se mesure pas à la sortie du pot d'échappement. Ça se mesure sur tout le cycle de production de l'énergie, ça a été bien dit avant. Et ça remet en cause beaucoup de choses quand on y réfléchit bien, puisque, par exemple, le biogaz est évidemment une très bonne solution, mais il est rare et cher. Et le gaz type conventionnel est tout simplement c'est de l'énergie fossile. Les solutions, alors, qu'est-ce qu'il faut regarder de près? L'hydrogène dont tout le monde parle, l'hydrogène renouvelable, ouvert, avec tous les guillemets qui s'imposent par rapport à cette définition. Bien sûr, alors sur l'hydrogène, ce qu'on peut dire à ma connaissance, c'est que c'est une solution qui, technologiquement parlant, est très intéressante au sens où effectivement là on ne pollue plus du tout, du moins sur le terrain. Par contre la production d'hydrogène, c'est la production. Est-ce qu'elle est issue d'énergie renouvelable ou pas? Voilà, mais là ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis pour l'instant la réponse est non, hein. C'est 98% de... Pour l'instant c'est non. Et le coût est considérable. Et pour un transporteur routier de marchandises, je peux vous dire qu'il va se passer beaucoup de temps avant que vous voyez véritablement se déployer beaucoup de flottes à hydrogène. On peut dire quand même qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas un système d'accompagnement massif à la hauteur, on va dire, de l'enjeu. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, le gouvernement nous dit achetez un camion électrique, on vous offrira une subvention conséquente de 50 000 €. Oui, c'est bien pour le dernier kilomètre, le véhicule électrique. Mais c'est surtout, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le véhicule électrique, vous pouvez en avoir un, il y a un transporteur rennais qui en a un, mais aujourd'hui, ça vaut 300 000 €, pour être très clair. Donc 50 000 € de subvention, c'est malheureusement insuffisant pour couvrir le surcoût. Donc, j'ai envie de dire, là, on est dans le slogan, on n'est pas véritablement, pour moi, dans la solution immédiate. Marie-Pierre, Laurent, je me tourne vers vous parce que votre témoignage est aussi éclairant et intéressant. Vous êtes la responsable du matériel chez BHB, qui fait partie du groupe Bermat, donc de location, c'est ça, de matériel. Et vous me dites, il faut être pragmatique. Quand on veut bien essayer des nouveaux matériels, mais encore faudrait-il que ça fonctionne. Et il y a des déconvenus, je crois, que vous avez vécu. Et vous êtes encore dedans, je crois, un peu. Au-delà des déconvenus, moi j'ai envie de dire que la transition énergétique, quelque part dans nos entreprises, on l'a déjà faite. On était en fioul lourd, on est passé au GNR. Du GNR, les motoristes nous ont sorti des moteurs tier 3, tier 4 pour aboutir au stage 5. Quand on fait le flashback de ça, en 5 ans, il y a déjà du chemin parcouru. On s'est déjà adapté. Les industriels se sont adaptés aux moteurs. Ils ont dû demander à leurs
pôle recherche et développement de retravailler sur les châssis de machines parce qu'à chaque fois, les moteurs changeaient de configuration. Et puis en même temps, on ramenait au niveau de l'émission du CO2 des valeurs ajoutées intéressantes. Et moi, ce qui me gêne par rapport à ça dans la transition énergétique, parce que je pense que c'est même plus un débat, à aucun moment on a fait un point sur ce qu'on avait pu gagner ou perdre en émissions de CO2. Et vous avez le sentiment d'essuyer un peu les plâtres, pour dire les choses un peu je pense simplement. que oui, parce qu'aujourd'hui, vous parliez de l'horizon 2030 sur la durée de vie des machines, c'est qu'aujourd'hui, regardez, en 5-6 ans, on a changé 3, voire 4 fois de génération de moteurs. Et là, on nous dit il va falloir passer à l'électrique, sauf que la finalité, il y a un chantier à réaliser, il y a des collaborateurs sur le terrain qui doivent trouver des solutions et qui doivent générer... tant qu'à faire du résultat, parce qu'il faut aussi que nos entreprises fonctionnent et pour recontinuer à investir. Donc moi, si effectivement vous parliez d'essuyer les plâtres, on commence à avoir des retours sur ces machines qui arrivent sur le marché, qui techniquement sur le papier produisent, sauf qu'aujourd'hui, on a des pannes inconnues. Par exemple, moi j'ai un gros dumper qui est arrivé au mois de mars. Il est en panne depuis mai. Personne à aujourd'hui ne sait diagnostiquer la panne. On subit aussi une pénurie de techniciens, au-delà de ce qu'on peut connaître dans les métiers du TP, dans les métiers de la mécanique et de la technique et de la technologie. On a aussi ce désert humain. D'où la nécessité de renforcer la formation initiale et continue sur toutes ces évolutions de matériel. C'est ce que avec les usines. En lien avec les usines. Oui, Dominique Chevillard. Effectivement, Madame Laurent, merci beaucoup de ce témoignage. La réglementation française et européenne qui a considérablement évolué pour pouvoir dépolluer complètement tout ce qui sort des engins. Quand je dis dépolluer, uniquement au niveau polluant, NOx, particules, etc. Pas CO2, malheureusement pas encore. Et effectivement, la difficulté là-dessus, c'est qu'on commence à régler de manière de plus en plus fine un engin. Je suppose que c'est un stage 5, c'est un engin diesel, enfin un gazole non routier, et qui commence à être des bêtes de course. Malheureusement, ça ne me surprend pas beaucoup quand on commence à avoir des machines qui sont réglées de manière de plus en plus fine, alors qu'un chantier, c'est quand même assez dur pour les engins. C'est des conditions en temps réel. Ouais, ça. Juste un petit point sur lequel on peut revenir. Quand on parle de l'hydrogène, ok, on met une pile à combustible. Mais une pile à combustible, il faut de l'oxygène pour aller avec l'hydrogène. Et donc, il faut de l'air extrêmement dépollué, la moindre poussière peut endommager la pile à combustible. Ok, on n'y est pas encore. Oui, un dernier mot. Juste un mot rapide sur effectivement, le fait d'essuyer les plâtres dans cette transition. J'entends vos malheurs sur les pannes de matériel inconnu. Et là, pour le coup, je peux en témoigner pour le transport routier de marchandises. Chez nous, c'est extrêmement fréquent. Tous les systèmes AdBlue, FAP, etc., c'est infernal. Filtre à particules. Voilà. Moi, il ne se passe pas dans mon entreprise à moi j'ai 200 camions, il ne se passe pas une semaine sans que j'en ai 1 ou 2 d'arrêtés pour cette raison-là. Pour des raisons comme ça. Alors, on le voit, sur cette évolution de matériel, on ne va pas résoudre aujourd'hui les difficultés. Le message peut-être que l'on peut retenir à ce stade, c'est la nécessité d'être pragmatique, d'être évidemment, mais vous l'êtes, au courant des évolutions technologiques en permanence, car elles existent, et néanmoins ne pas non plus s'attendre à des miracles, car il y a des principes de réalité, des conditions d'usage dans vos métiers qui sont quand même soumis à rude épreuve. Les matériels de TP, par définition, ça roule dans des conditions souvent extrêmes, et donc il y a tout un travail à faire d'amélioration des process et des techniques industrielles.